règle de négligeabilité et règle des équivalents. Et puis ensuite, avant de passer à la partie suivante, on fera un ou deux exemples. Je vous laisserai travailler sur un ou deux exemples qui sont sur la feuille d'exercice. Bien. Alors, je vais reprendre une fonction f localement intégrable sur un intervalle AB. Voilà. Donc, la fonction, elle est définie en A. Voilà f de A, par exemple. Et puis, elle n'est pas définie en B. Donc, éventuellement, étant vers l'infini. Voilà. Donc, f localement intégrable sur AB. Vous connaissez la relation de Chasles. Autrement dit, si je prends deux réels, quel que soit x appartenant à AB, quel que soit C appartenant à AB, donc voilà, par exemple C, X, eh bien, l'intégrale entre A et X de f de t dt égale l'intégrale entre A et C de f de t dt plus l'intégrale entre C et X de f de t dt. Et ça, c'est quel que soit C. Alors, j'ai pris le point C ici, mais vous voyez, je peux prendre aussi un point C très très proche de B. Hein, voilà, C', et puis je peux prendre C, hein, puisque c'est quel que soit C, donc il peut être très très proche de B. Et donc, quand on s'intéresse à une intégrale généralisée, rappelez-vous, on cherche la limite quand x tend vers B de l'intégrale. L'intégrale entre A et C, ça c'est une intégrale définie. Il n'y a pas de problème, c'est un intervalle fermé. Autrement dit, la limite quand x tend vers B de l'intégrale entre A et x de f de t dt, cette limite existe, si et seulement si la limite quand x tend vers B de l'intégrale entre c et x de f de t dt existe. Autrement dit, ce n'est pas ce qui se passe sur l'intervalle AC qui est important pour la convergence de l'intégrale, c'est ce qui se passe localement au voisinage de B. Donc alors c'est une phrase en français, donc on va la mettre entre guillemets, elle ne veut pas dire grand-chose mathématiquement, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui importe pour la convergence de l'intégrale, c'est le comportement de la fonction f, donc c'est le comportement de f localement au voisinage de B. Alors, au voisinage, hein, voisinage, ça veut dire près de. C'est ça qui va déterminer la nature de l'intégrale, c'est son comportement au voisinage de B, puisque ce qui se passe avant, ça ne va pas changer la nature de la limite. On est d'accord, ça va changer la nature, la valeur de l'intégrale éventuellement, l'aire sous la courbe ne sera pas la même, mais ça ne changera pas la nature. Donc, première règle, je vais voir la règle de ce qu'on appelle la domination. Alors, je vais rappeler une définition. Donc, je vais prendre f et g, deux fonctions définies sur AB. Alors, pardon, localement intégrable, puisqu'on va intégrer. Donc, je vais prendre deux fonctions. La définition est vraie pour des fonctions définies sur AB, mais bon, peu importe, hein, localement intégrable sur AB. On dit, ça c'est la définition, on dit que f, G domine f
au voisinage de B. Alors, c'est aussi ce qu'on appelle un grand taux. Mais je pense que vous n'avez pas utilisé les grands taux l'an dernier, vous avez utilisé les petits taux. Donc, comme nous, cette année, on va utiliser essentiellement les petits taux. Donc, je ne rappelle pas la notation grand taux. On dit simplement que G domine F au voisinage de B si il existe... Non, ce que ça se passe, voilà. Il existe C appartenant à AB. Il existe lambda strictement positif, tel que X appartient à CB implique valeur absolue de f de x inférieure ou égale à lambda valeur absolue de g de x. Voilà, ça veut dire que G domine F au voisinage de B. Ça veut dire qu'on peut trouver un C. Quand on se rapproche de B, voilà ce qu'on a. Bien. Je vais changer de page. Attendez, s'il vous plaît. Oui, j'attends. Vous me dites quand je peux tourner. C'est bon pour nous. C'est bon, alors on y va. Alors, je vais supposer que... Non, attendez. Bon. Je vous enverrai, hein, sinon, désolé. Je ne voulais pas dire ça. Quoi? Comment? J'ai pas entendu. Bref, j'y vais. Donc maintenant, supposons G positive. Alors, au voisinage de B. Donc sur CB, par exemple. Eh bien, si on suppose G positive, on a X appartient à CB implique que f de x en valeur absolue inférieure ou égale à lambda g de x. Eh bien, j'en déduis que si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de f est absolument convergente. Voilà une règle. Donc, si l'intégrale entre a et b de g de t dt converge, alors l'intégrale entre a et b de f de t dt est absolument convergente. Voilà, ça c'est le premier point. Voilà. Et si on suppose que f est positive, au voisinage de b, et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de g diverge. Voilà. Donc ça, c'est... Alors, on n'utilise pas tant que ça cette règle-là, mais bon, elle peut servir quand même. Règle de domination. Voilà. Donc, on retient bien ces deux points-là. Maintenant, je vais passer à une règle qu'on utilise souvent, c'est la règle des petits taux. C'est la règle de négligeabilité. Elle va surtout nous servir ensuite pour établir la règle des équivalents. Donc, règle de négligeabilité. Donc, le rappel, vous l'avez vu l'an dernier, cette définition-là, ce que c'est qu'une fonction négligeable, quand on dit que f est un petit taux de g, donc je vais redonner la définition, je vais donc considérer f et g localement intégrables sur AB. On dit que f est négligeable devant
G au voisinage de B. Alors, et je vous rappelle l'écriture, et on écrit F est un petit taux de G au voisinage de B. Ça s'écrit comme ça. D'accord? F est un petit taux de G au voisinage de B. Si, définition, quel que soit epsilon positif, il existe C appartenant à AB tel que X appartient à CB implique f de x en valeur absolue inférieure à epsilon, valeur absolue de g de x. Alors ça, on retient bien ce que ça signifie. F est négligeable devant B. F, c'est un epsilon de G. F, c'est un petit taux de G au voisinage de B. C'est-à-dire qu'F est négligeable. Ça veut dire que F, c'est un infiniment petit devant G. C'est un infiniment petit, on dit aussi, pourvu qu'on se place suffisamment près de B. On dit aussi F est un infiniment petit devant G. Alors, même chose, on va supposer, comme tout à l'heure, G positive. Donc, à ce moment-là, on a X appartient à CB, implique f de x en valeur absolue inférieure à epsilon g de x. Alors ça, mince, il est parti. Ah voilà. G positive, c'est très 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 important. On verra dans les exercices que quand on n'a pas la positivité, ou en tout cas le signe constant, ces règles-là ne marchent pas. On verra des contre-exemples. Donc il faut bien... Voilà. Donc, supposons G positive. Donc on a cette inégalité. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que si l'intégrale entre A et B de G de T dt converge, alors l'intégrale de f est absolument convergente. Et si, même chose, si on suppose f positive, au voisinage de B, et si l'intégrale de f diverge, alors l'intégrale de G diverge. Voilà. Ça, c'est la règle de négligeabilité. Alors maintenant, on va utiliser celle-ci pour obtenir la plus importante de toutes les règles et qui sert très 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 souvent et qui est facile à mettre en place. C'est ce qu'on appelle la règle des équivalents. Alors je vais rappeler ce que sont des équivalents. Est-ce que je peux changer de page? Non, attendez s'il vous plaît. Oui. Alors j'entends.
C'est bon, on peut y aller? Oui, merci beaucoup. Alors, on y va, on change de page. Et maintenant, règle des équivalents. F et G localement intégrables. Mince, pardon. Alors, qu'est-ce que ça signifie que F et G sont équivalents? On dit que F et G sont équivalentes au voisinage de B et on écrit, vous l'avez écrit l'an dernier pour des suites et puis des fonctions, F équivalente à G au voisinage de B. Vous vous rappelez de cette notation? Si F moins G, c'est un petit taux de G au voisinage de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit epsilon positif, il existe C appartenant à AB, tel que X appartient à CB, implique valeur absolue de f de x moins g de x inférieure à epsilon, valeur absolue de g. Qu'est-ce que ça signifie en français si je fais une phrase? La différence entre f et g est négligeable devant f. Devant g. Voilà. Et la différence est négligeable devant g. F est un petit taux de g. Alors maintenant, on va supposer g positive. Au voisinage de B. Et ça, même chose, c'est fondamental pour la suite. On a donc X appartient à CB implique f de x moins g de x en valeur absolue inférieure à epsilon g de x. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que f de x, donc pour x appartenant à CB, on a f de x qui est compris entre 1 plus epsilon g de x et 1 moins epsilon g de x. Qu'est-ce qu'on en déduit? Et ça, c'est important. On en déduit d'abord que si g est positif, on en déduit que f est positif, puisqu'un moins epsilon, c'est positif. Donc, on en déduit que f est positif, mais ce n'est pas ça le plus important. On en déduit que si l'intégrale de g converge, à partir de l'inégalité de droite, l'intégrale de f converge, et que si l'intégrale de f converge, à partir de l'inégalité de gauche, l'intégrale de g converge. Même chose, si l'intégrale de g diverge, à partir de l'inégalité de gauche, l'intégrale de f diverge, et que si l'intégrale de f diverge, à partir de l'inégalité de droite, l'intégrale de g diverge. Autrement dit, on en déduit que les deux intégrales sont de même nature. Que l'intégrale, mince, qu'est-ce que c'est que ça? On en déduit que l'intégrale entre a et b de f de t dt et l'intégrale entre a et b de g de t dt sont de même nature. Alors, ça veut dire quoi, sont de même nature? Tout le monde comprend, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux convergentes ou toutes les deux divergentes en même temps. Voilà. Et que, évidemment, f est positive, mais ça, c'est moins important. Alors, la règle des équivalents, celle-là, il faut absolument
la retenir. Et elle a une hypothèse qu'on a soulignée en rouge. Hein. Voilà. F et G, l'intégrale de F et l'intégrale de G sont de même nature. Avez-vous des questions sur cette règle des équivalents? Alors, une remarque concernant cette règle des équivalents, parce que vous, dans les exercices, vous aurez souvent à chercher des équivalents. Mais bien souvent, c'est assez marrant, enfin marrant, c'est pas le mot, mais vous écrivez des équivalents sans même vous poser la question, est-ce que l'équivalent que j'ai écrit est juste ou pas? Est-ce qu'il est bon ou pas? C'est assez facile de savoir si un équivalent est bon ou pas. Si je reprends l'inégalité avec les epsilon, donc F équivalente à G au voisinage de B, on a dit donc que c'était, on a 1 moins epsilon G de x inférieur à f de x inférieur à 1 plus epsilon G de x. Et ça, c'est au voisinage de B. Et donc, c'est équivalent, si je divise tout par G, hein, c'est équivalent si G ne s'annule pas, à f de x sur G de x, compris entre 1 plus epsilon et 1 moins epsilon. Et donc, ça, vous vous rappelez, c'est équivalent à limite en B de f sur G égale 1. Donc, si G ne s'annule pas, au voisinage de B. Donc, quand vous écrirez des équivalents au brouillon, quand vous chercherez la convergence d'une intégrale, quand vous écrirez un équivalent, dans votre coin, dans un coin, au brouillon, posez-vous la question, est-ce qu'il est bon mon équivalent? Autrement dit, est-ce que la limite du quotient, c'est bien 1? Voilà ce que ça signifie. Qu'une fonction est équivalente à une autre au voisinage d'un point, ça veut dire que le rapport tend vers 1 quand x tend vers ce point. D'accord? Avez-vous des questions? Et puis, on va tout de suite voir un exemple. Alors, je change de page et on va voir un exemple d'utilisation des équivalents. Voilà, exemple, on va prendre l'intégrale entre 1 et 2 de, par exemple, x plus 3 sur racine de x3 moins 1. Voilà. Alors, quand on a une intégrale, donc la question posée, c'est toujours la même. Est-ce que c'est une intégrale qui converge ou est-ce que c'est une intégrale qui diverge? Autrement dit, ce que je viens d'écrire, il faut bien comprendre la question. Ce que je viens d'écrire, est-ce que c'est un nombre fini ou est-ce que c'est l'infini? C'est-à-dire, est-ce que ça n'a aucun sens ce que je viens d'écrire? Est-ce que ça n'existe pas ou est-ce que ça existe? Bien. Et on aimerait savoir la réponse sans la calculer. Alors, la fonction qui a f, f qui a x associe x plus 3 sur racine de x3 moins 1, elle est localement intégrable et positive sur... Alors, le problème, il est en 1 ou en 2? Évidemment, il est en 1. Donc, sur 1, 2. Il n'y a pas de problème en 2. La fonction n'est pas définie en 1. Donc, on a bien une intégrale généralisée. Alors, x plus 3 sur racine de x3 moins 1, c'est égal à x plus 3 sur... racine de x3 moins 1, c'est racine de x moins 1, facteur de x2 plus x plus 1. C'est x plus 3 sur racine de x2
plus x plus 1 fois racine de x moins 1. Un équivalent en 1. Eh bien, regardez, ce que j'entoure en rouge ne pose pas de problème quand x tend vers 1. Quand x tend vers 1, c'est défini. Ça tend vers 3 plus 1, 4, sur, quand x tend vers 1, racine de 3, qui multiplie 1 sur racine de x moins 1. Et je sais que l'intégrale en 1 de dx sur racine de x moins 1, elle converge. Alors, comment je le sais? Comment je le sais? Parce que c'est r égale 1 demi, inférieur à 1. Vous vous rappelez, c'est dx sur b moins x puissance alpha. C'est la règle, c'est une règle qu'on connaît par cœur, ou alors on la calcule, ou alors ça se calcule tout simplement, et on sait que l'intégrale converge. Donc, ça veut dire ça que notre intégrale du début, i, converge. Est-ce que tout le monde a bien compris cette règle? Et est-ce que tout le monde a bien compris ce que je viens d'écrire, ce que je viens de faire? Oui, pas de problème? Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez détailler comment vous avez trouvé R? ben, racine. Racine de x moins 1, c'est x moins 1 puissance 1 demi. D'accord. Ok, merci. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon stylo, il écrit des bizarreries, là. Hop. Ça, c'est l'intégrale en 1 de dx sur x moins 1 puissance 1 demi. Alors, je ne sais plus si dans le cours, j'avais appelé alpha ou r, d'ailleurs. C'était peut-être alpha, mais bon, peu importe. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, alors avant de regarder maintenant les intégrales sur des intervalles non bornés, c'est-à-dire des intégrales jusqu'en plus l'infini, je vais vous proposer une ou deux intégrales, et puis vous allez essayer de voir si elles convergent ou pas. Exemple, donc exercice pour vous. Alors, c'est des intégrales qui sont dans le premier exercice de la feuille. Donc, on va prendre intégrale entre 0 et 1 de arc tangentique sur x2. Voilà, et puis une deuxième, intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 plus x sur 1 moins x. Voilà, et puis, tiens, intégrale entre 0 et 1 de log de t au carré dt. Voilà, trois intégrales. À vous de voir. Est-ce qu'elles convergent ou est-ce qu'elles divergent? Essayez d'appliquer les critères, les différents critères qu'on a vus ensemble. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir à ces trois intégrales. Juste, monsieur, j'ai une question. Oui. Oui, en fait, je ne vois pas dans l'exemple qu'on a fait en quoi on a appliqué la règle des équivalents, parce que du coup, on avait qu'une seule fonction. Et j'ai bien remplacé une fonction par un équivalent. J'ai équivalent à g. J'ai bien remplacé la fonction x plus 3 sur racine de x3 moins 1. J'ai dit qu'elle était équivalente à 4 sur racine de 3 fois racine de x moins 1, au voisinage de 1. D'accord. D'accord? Oui, ok, merci.
je vais rajouter aussi dans l'exercice 1 l'intégrale entre 1 et 2. X arc sinus 1 sur x sur racine de 10 de moins 1. Voilà. Bon, la première est faite, j'imagine. Alors, je change de page. Oui. La première. Intégrale entre 0 et 1. Arc tangente x sur x2. Bien, la fonction qui à x associe arc tangente x sur x2. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est regarder où est le problème. En 0 ou 1, il est évidemment en 0. Donc elle est localement intégrable sur 0, 1. Et comme on a des règles pour les fonctions positives, on va se poser la question, est-ce qu'elle est positive? Oui, c'est positif. Donc localement intégrable sur 0, 1 est positive. Alors, arc tangente x, en 0, c'est équivalent à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? 0. Non, ce n'est pas équivalent à 0. Alors, je vais faire une remarque. Je sais pas. Je vais faire une remarque qu'il faut absolument retenir et vous la notez puis vous entourez en rouge. On ne dit jamais que quelque chose est équivalent à 0. Ça n'a pas de sens parce que équivalent veut dire du même ordre de grandeur puisque le rapport tend vers 1. Donc on ne peut pas dire que quelque chose est équivalent à 0, ça voudrait dire que quand on le divise par 0, ça tend vers 1. Ce n'est pas possible. Équivalent veut dire du même ordre de grandeur, soit infiniment petit ensemble, soit infiniment grand, mais du même ordre de grandeur. Donc quelque chose ne peut pas être équivalent à 0 qui n'a pas d'ordre de grandeur. D'accord? OK. Alors, arc tangente x est équivalent à x. Et pourquoi pas x carré directement? Comment? Pourquoi pas x carré directement? Mais ce n'est pas équivalent à x carré. Pourquoi ce serait équivalent à x carré? En 0, comme la fonction qui a x associe x carré et s'annule en 0 et arc tangente x aussi, donc je sais pas. Non, Équivalent veut dire du même ordre de grandeur. je D'accord? comprends pas cette notion d'ordre de grandeur. Bah, la notion d'ordre de grandeur, prenons 1 sur x, ça tend vers 0, ça tend vers l'infini quand x tend vers 0. 1 sur x2, ça tend aussi vers l'infini quand x tend vers 0. Mais vous êtes d'accord que les deux ne tendent pas de la même façon vers 0. Il y en a un qui tend infiniment plus vite que l'autre. Ah oui, d'accord. De même, quand on dit que la croissance exponentielle, il n'y a pas de croissance plus rapide, la croissance logarithmique, il n'y a pas de croissance plus lente. Quand vous comparez exponentielle et logarithme, les deux tendent vers l'infini, mais c'est quand même pas la même. Ils tendent pas de la même façon vers l'infini. Il y en a un qui tend infiniment plus vite que l'autre. Donc, c'est pas, si vous voulez, elles ne sont pas équivalentes au voisinage de l'infini, logarithme et exponentielle. Parce qu'il y en a un qui tend infiniment plus vite vers l'infini que l'autre. D'accord? X et x2, x ça tend bien vers 0 en 0, x2 tend bien vers 0, mais il y en a un qui tend infiniment plus vite vers 0 que l'autre. Puisque si je fais le rapport des deux, ben, ça ne tend pas vers 1. On est d'accord? C'est bon? Donc équivalent veut dire que
le rapport tend vers 1. Bien, arc tangente x est donc équivalent à x. Autrement dit, arc tangente x sur x2 en 0, c'est équivalent à 1 sur x. Et l'intégrale en 0 de dx sur x, elle diverge. Donc, cette première intégrale diverge. Est-ce que c'est bon? Ça va? Bien. La deuxième. Et monsieur, Oui. en fait, je vois pas comment on aurait pu trouver que arc tangente de x est équivalent à x et... Enfin, penser à x, comment on aurait pu faire? Arc tangente réciproque de tangente. Ouais, j'ai pas entendu, ça a bugué. Pardon. Arc tangente x, c'est la réciproque de tangente. Oui. Tangente x, c'est sinus x sur cosinus x. Le premier terme du développement de sinus x, c'est x. Le premier terme du développement de cosinus, c'est 1. Donc c'est bien, tangente x est équivalent à x. Ah oui, ok. Et si je fais la réciproque, arc tangente x est équivalent à x. Ok. Merci. Alors oui, je l'ai déjà dit, mais vous voyez bien qu'il va être extrêmement important de connaître les principaux développements limités. Évidemment, puisque les équivalents, on les obtient en écrivant le premier ou les 2-3 premiers termes des développements limités. Donc, il va être fondamental de connaître les principaux développements limités. Vous les avez sur une feuille, puisque l'an dernier, ils vous ont été distribués. Il faut connaître évidemment la somme géométrique alternée, log, exponentielle, sinus, cosinus, et puis 1 plus x puissance alpha. C'est les principaux. Après, on en retrouve plein à partir de cela, en dérivant, en intégrant, etc. En tout cas, il faut connaître les principaux. Bien, la deuxième intégrale, c'est, je crois, intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 plus x. L'application qui a x associe racine de 1 plus x sur 1 moins x, elle est localement intégrable. Donc, le problème, il est en 0, il est en 1 ou il est aux deux bornes? Ah, il n'y a pas de problème en 1. Elle est localement intégrable sur... Le problème, il est... pardon. Je dis le contraire. Il n'y a pas de problème en 0. Le problème, il est en 1. Voilà. Et elle est positive. D'accord? Alors, c'est la même chose que tout à l'heure. Là, on peut écrire un équivalent. Racine d'1 plus x sur 1 moins x, c'est équivalent en 1 à racine de 2 sur racine de 1 moins x. Et l'intégrale en 1 de dx sur racine de 1 moins x converge. Car 1 demi inférieur à 1. Règle qu'on a vue en cours. Donc, cette intégrale entre 0 et 1 de racine de 1 plus x sur 1 moins x, elle converge. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Comme elle converge, vous la calculez pour mercredi prochain. Voilà, comme ça vous ferez, c'est une bonne révision pour le calcul intégral.
vous calculerez cette intégrale. Évidemment, je corrigerai. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux premières intégrales? Je vais changer de page, si vous voulez bien, pour les suivantes. Attendez, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? Alors, la troisième intégrale. Intégrale, alors celle-ci, c'est entre 0 et 1, log de t au carré. La fonction qui a t associe log de t au carré est localement intégrable. C'est un carré, elle est positive, sur le problème étant 0. D'accord? Alors, par exemple, si on fait limite quand t tend vers 0 de racine de t log de t au carré, cette limite c'est 0, puisque c'est racine qui l'emporte. Et donc, ça c'est la règle des b moins t puissance r f de t. Là, on a racine de t, c'est t puissance 1 demi, avec 1 demi inférieur à 1. Donc, l'intégrale converge. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Hein? Donc ça, c'est la règle b moins t puissance r f de t. Hein? Mais ça, c'était sur AB. Elle devient t moins a puissance r f de t quand il y a un problème en A. Et donc, si a égale 0, ça fait t puissance r f de t. C'est ce que j'ai appliqué ici. D'accord? Elle converge, donc elle est à calculer pour mercredi. Celle-ci, elle est rapide. Beaucoup plus que la précédente. Et enfin, la dernière. La dernière, c'est intégrale entre 1 et 2 de x arc sinus 1 sur x. Sur racine de x de moins 1 dx. La fonction qui à x associe x arc sinus 1 sur x. J'aime ta voix, j'aime bien quand tu m'appelles. J'aime bien te voir, j'aime bien quand tu FaceTime. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. J'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te désapes dans mon cœur. J'aime bien. Il faudrait couper les micros parce que j'ai de la musique. Bien, la fonction qui à x associe x arc sinus 1 sur x racine de x de moins 1, elle est localement intégrable et positive. Alors le problème, il est en 1. Voilà. On va donner un équivalent. X arc sinus 1 sur x sur racine de x de moins 1. Bah, x de moins 1, c'est x moins 1, x plus 1. Donc c'est racine, c'est x arc sinus 1 sur x sur racine de x plus 1 que multiplie 1 sur racine de x moins 1. Le premier terme, eh ben, il ne pose pas de problème en 1.
ça tend vers 1, arc sinus 1, pi sur 2, sur racine de 2, que multiplie 1 sur racine de x moins 1. Donc voilà l'équivalent. Et on l'a déjà rencontré plusieurs fois, l'intégrale en 1 de dx sur racine de x moins 1 converge. Donc, l'intégrale du début, l'intégrale entre 1 et 2 de x arc sinus 1 sur x sur racine de x2 moins 1, cette intégrale converge. D'accord? Elle est à calculer. Bien, est-ce que vous avez des questions sur ces exemples avant de passer à la partie suivante? Non, c'est bon. Bien, donc partie suivante, je change de page. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça recommence. Bon, c'est bon. Non, c'est pas bon. Bon, je change de page, je ne sais pas ce qui se passe avec mon crayon, ça recommence comme l'autre fois, je n'écris pas, mais il se met à écrire tout seul. Je change de page. 2 minutes, s'il vous plaît, monsieur. Ah, j'avais prévenu, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Attendez, je fais un... Voilà. Mais je suis désolé, il y a plein de gribouillis, mais ça ne vient pas de moi. Mon crayon, voilà. Quelquefois, ça fait ça. Ça va, vous arrivez à lire? Oui. Alors, je change de page, c'est bon? Partie 3. Partie 3. Intégrale sur un intervalle non borné. Autrement dit, sur a plus l'infini. C'est comme pour la partie précédente, c'est-à-dire que ce sera la même chose sur moins l'infini b, mais ce sera à vous d'adapter en changeant x en moins x. Voilà. Autrement dit, on a des intégrales sur des intervalles non bornés. Donc, la première définition, c'est la même que... Je vais répéter pas mal de choses, mais c'est pas grave, comme je l'ai déjà dit. F défini sur A plus l'infini. F est localement intégrable sur A plus l'infini si F est intégrable sur tout fermé, autrement dit sur AX, fermé, quel que soit X, appartenant à A plus l'infini. Toute fonction continue, c'est ce qui nous intéresse, nous. Toute fonction continue sur A plus l'infini est localement intégrable sur A plus l'infini. Maintenant, on va définir ce qu'est une intégrale généralisée en plus infini. Donc, f localement intégrable sur A plus infini. Eh bien, l'intégrale entre A et plus l'infini de f de t dt est une intégrale généralisée ou indéfinie ou impropre. Voilà. On dit que cette intégrale converge. Converge, on dit qu'elle converge ou existe ou a un sens
si la limite, quand x tend vers plus l'infini, de l'intégrale entre a et x de f de t dt existe. Voilà. Et quand la limite existe, eh bien, c'est ce qu'on note intégrale de a et plus l'infini. Et si cette limite existe, eh bien, on la note intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt. Donc, quand on écrit cette intégrale, ça veut dire que, et qu'on sait qu'elle existe, ça veut dire qu'on a cherché la limite, et on sait que la limite existe, et que l'écriture, c'est égal à la limite. D'accord ? Je vais faire à peu près les mêmes remarques que dans la première partie. Si on connaît une primitive, grand F de petit f sur a plus l'infini, eh bien, l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt, alors pardon, l'intégrale entre a et x, je voulais écrire, c'est donc f de x moins f de a. Et l'intégrale existe si et seulement si f admet une limite. D'accord? Donc, quand on connaît une primitive, c'est un simple calcul de limite. Bien. Est-ce que je peux changer de page? Non, attends, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. La propriété de linéarité, donc si on a f et g de fonctions localement intégrables sur a plus l'infini, alors, donc, et alpha et bêta de réel, eh bien, si l'intégrale de f et l'intégrale de g convergent, alors l'intégrale entre a et plus l'infini de alpha f plus bêta g converge également. Et évidemment, on a la propriété de linéarité, c'est que l'intégrale entre a et plus l'infini de alpha f plus bêta g, c'est alpha fois l'intégrale de f plus bêta fois l'intégrale de g. Voilà. Bon, ça c'est évident. Alors, comme dans la partie précédente, on avait vu un exemple de référence. Et donc là, même chose, exemple de référence, qui nous donnera une règle et que ce sera à retenir. L'intégrale entre a et plus l'infini
de dt sur t puissance r converge, alors si et seulement si r plus grand que 1. Alors rappelez-vous, dans notre partie, c'était r strictement inférieur à 1, b moins t puissance r, et là en plus l'infini, c'est si et seulement si r strictement plus grand que 1. Démonstration. L'application qui a t associe 1 sur t puissance alpha, elle est, c'est R, j'ai mis R, pardon. Donc, gomme. Localement intégrable sur A plus l'infini. Alors, je vais prendre A strictement positif, évidemment, pour pas qu'il y ait de problème en zéro. Voilà. L'intégrale, donc maintenant, quel que soit x appartenant à A plus l'infini, on va calculer l'intégrale entre A et x de dt sur t puissance r. Évidemment, il y a deux cas. Hein. Si r égale 1, eh bien l'intégrale entre ax de dt sur t, ça fait log de x, log de t entre a et x, log de x moins log de a. Et ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc, l'intégrale diverge quand r égale 1. Si r est différent de 1. L'intégrale entre a et x de dt sur t puissance r, c'est donc l'intégrale entre a et x de t puissance moins r dt, c'est donc 1 sur moins r plus 1, t puissance moins r plus 1, entre a et x. Donc égale 1 sur moins r plus 1, facteur de 1 sur x puissance r moins 1, moins 1 sur a, à la puissance r moins 1. Et ça a une limite finie quand x tend vers plus l'infini. Si et seulement si, eh bien vous voyez que vous avez x à la puissance r moins 1. Donc, pour que ça tende, pour que ça ait une limite finie, il faut que r moins 1 soit positif. Voilà. Parce que si r moins 1 est négatif, on va avoir x puissance 1 moins r qui sera positif, 1 moins r positif, et donc ça tendra vers plus l'infini. Et donc, ça c'est bien si et seulement si r strictement plus grand que 1. Donc, on a bien démontré le résultat. C'est que l'intégrale de référence, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dt sur t puissance r converge si et seulement si r est strictement plus grand que 1. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Non, attendez, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, merci. Allez, hop, on change de page. Donc maintenant, on va parler, on va, comme dans la partie précédente, regarder d'un petit peu plus près ce qui se passe quand on a des intégrales de fonctions positives. Donc, on a une fonction f, localement intégrable et positive sur a plus l'infini.
A, f de A, voilà. Donc, la fonction, donc si je prends un x ici, et puis l'intégrale entre ax et l'air sous la courbe, autrement dit, l'application qui a x associe l'intégrale entre ax, de f de t dt, c'est une fonction, elle est croissante. Autrement dit, elle admet une limite quand x tend vers plus l'infini, si et seulement si elle est majorée. D'accord? Donc maintenant, on va par exemple se donner une fonction g localement intégrable sur a plus l'infini et majorant f. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à major f? Ça veut dire que quel que soit x appartenant à a plus l'infini, je vais prendre t, pardon, eh bien on a 0 qui est inférieur ou égal à f de t, qui est inférieur ou égal à g de t. Et donc, on peut intégrer, ça veut dire que quel que soit x appartenant à a plus l'infini, on a l'intégrale entre a et plus l'infini de f entre ax, pardon, de f de t dt, qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et x de g de t dt. D'accord? Vous voyez donc que si l'intégrale de g converge, alors l'intégrale de x, l'intégrale de f converge, et que si l'intégrale de f diverge, l'intégrale de g diverge. Donc ça, c'est la première règle de comparaison. Si l'intégrale entre a et plus l'infini de g de t dt converge, alors l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge. Et si l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt diverge, alors l'intégrale entre a et plus l'infini de g de t dt diverge. Exemple, hein, si on a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de dx sur x3 plus log de x. L'application donc qui a x associe 1 sur x3 plus log de x, elle est localement intégrable et positive sur 1 plus l'infini. Et donc on a 0 inférieur ou égal à 1 sur x3 plus log de x, et ça c'est inférieur ou égal à 1 sur x3. Et on sait que l'intégrale en plus l'infini de dx sur x3, elle converge. Hein, car 3 plus grand que 1. Donc, l'intégrale du début converge. Voilà, première règle de comparaison. Bon, c'est assez évident, je pense. Hein. C'est assez simple. Voilà, ça c'est la première règle de comparaison. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors, je change de page et maintenant on va voir, rappelez-vous, on avait vu ensemble donc, la règle b moins t puissance rf de t. L'analogue de cette règle, en plus l'infini, c'est la règle t puissance rf de t. Donc je change de page. Proposition.
règle t puissance r f de t. Bon, je la note comme ça parce que c'est moi qui l'appelle comme ça. Hein. Donc, règle t puissance r f de t. Donc, soit on considère f localement intégrable et positive, important, sur a plus l'infini. Voilà. On suppose qu'il existe R appartenant à R tel que la limite en plus l'infini de t puissance rf de t égale n. Un nombre évidemment positif ou nul puisque la fonction est positive et t est positif. Alors, deux choses. Si R plus grand que 1, l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt converge. Si R inférieur ou égal à 1 et L différent de 0, l'intégrale diverge. Alors, il ne faut pas se tromper, hein, puisque c'est le contraire, enfin le contraire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais oui, c'est presque le contraire des règles sur un intervalle fermé. Hein, rappelez-vous, c'était si R strictement inférieur à 1, l'intégrale converge, alors que là, c'est si R strictement plus grand que 1. Donc, il ne faudra pas mélanger les règles en plus l'infini et les règles en un nombre fini. D'accord? Alors, démonstration. J'ai une question. Oui. Si R est inférieur ou égal à 1, l'intégrale, elle diverge, non? Ah oui, oui, pardon. J'ai dit diverge, j'ai écrit converge. Pardon. Hop. Très bien. Alors, démonstration. Soit epsilon positif, donc je vais écrire la limite. Hein. Qu'est-ce que ça signifie que la limite existe? Soit epsilon positif. Alors, il existe grand A strictement positif, tel que t supérieur ou égal à grand A implique t puissance r f de t moins L inférieur à epsilon. Ça, c'est la définition. Donc, ça, c'est équivalent à t supérieur ou égal à A implique f de t, c'est compris entre L plus epsilon sur t puissance r, et c'est plus grand que L moins epsilon sur t puissance r. Alors, si r est plus grand que 1, eh bien, l'intégrale entre a, alors je ne vais pas mettre le petit a, puisque on a dit que c'était, mince, gomme. Si r est plus grand que 1, l'intégrale en plus l'infini de L plus epsilon sur t puissance r converge. Donc, par comparaison, l'intégrale en plus l'infini de f de t dt converge. Voilà. Si R inférieur ou égal à 1 et L différent de 0, ça veut dire que L est strictement positif et évidemment L moins epsilon est positif. Et donc, l'intégrale en plus l'infini de t moins epsilon de L moins epsilon sur t puissance r, cette intégrale diverge. Voilà. Donc, on a bien la règle. Alors, je vais l'appliquer sur deux fonctions. Vous allez voir un peu comment ça marche. Est-ce que je peux changer de page?
Alors, je change de page. Exemple. Le premier, on va prendre par exemple l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x3 sur racine de exponentielle x plus 1. L'application qui à x associe, alors je vais la noter f, l'application qui à x associe x3 sur racine d'exponentielle x plus 1, elle est localement intégrable et positive sur 1 plus l'infini. Vous savez que l'exponentielle l'emporte devant n'importe quelle puissance. Autrement dit, si je calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 10, x puissance 4, x puissance 50, peu importe, fois f de x, de toute façon, ça fait 0. 10 plus grand que 1, donc l'intégrale converge. Est-ce que c'est compris? Voilà, ça c'est une intégrale qui converge. Deuxième exemple, un exemple fondamental. Vous allez peut-être reconnaître quelque chose. L'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins x2 dx. L'application f, qui à x associe exponentielle moins x2, elle est localement intégrable et positive sur 0 plus l'infini. Et si on cherche la limite en plus l'infini, même chose, je peux prendre n'importe quelle puissance, 3, 2, 50, ça fait 0. Donc, l'intégrale entre 0 et plus l'infini d'exponentielle moins x2 existe. Alors évidemment, on a la même chose sur moins l'infini 0, puisque la fonction elle est paire sur R. L'intégrale entre moins l'infini et 0 existe. Vous savez, c'est cette fameuse courbe en cloche qui sert en probabilité. L'exponentielle moins, vous l'avez étudié, la densité de probabilité, je pense que vous avez vu ça. Voilà. Eh bien, l'aire sous la courbe d'exponentielle moins x2, elle existe. Donc, si je rajoute les deux morceaux, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, cette intégrale existe. Voilà. Vous verrez que dans la feuille d'exercice que je vous ai envoyée, là, on la calculera, cette intégrale. Alors, elle n'est pas facile à calculer, puisque c'est une fonction, bon, il n'y a pas de primitive, donc elle ne se calcule pas par des changements de variables, elle ne se calcule pas par des intégrations par partie, elle se calcule avec des méthodes assez plus compliquées, et donc ça fait l'objet d'un exercice qu'on fera ensemble, qu'on fera ensemble en TD. En tout cas, voilà, cette intégrale, on vient de montrer son existence. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Il nous restera la prochaine fois donc à parler de la convergence absolue, définir la convergence absolue, et ensuite les règles de comparaison locale. Et on aura fini. Et on pourra passer à beaucoup d'exercices. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? En tout cas, vous avez 4 intégrales à calculer, et puis la prochaine fois aussi, alors je ne sais pas si on commencera la prochaine fois, mais il faudra qu'on corrige le problème que je vous avais demandé de faire sur l'intégrale de sinus x sur x. Voilà, donc on a tout ça à corriger, les intégrales et le problème. Pas de questions? Eh bien, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.